l'Institut Henri Père ce soir, ici au Graduate Center. C'est donc notre deuxième rencontre dans la série, le séminaire Haïti Rencontre, qui a commencé hier, comme vous le savez, si vous étiez là, et qui continuera lundi prochain avec notre troisième événement. C'est donc un grand honneur pour nous d'accueillir ce soir M. Jean-Daniel Reinhorn, qui nous parlera qui nous présentera plusieurs choses d'abord. Il aura une intervention sur Haïti au temps du choléra, la face cachée d'une épidémie, et ensuite il voudra nous montrer un film dont il est l'un des réalisateurs. Mais je voudrais d'abord vous le présenter et exprimer combien nous lui sommes reconnaissants d'avoir partagé son temps avec nous lors de sa visite à New York, qui s'est faite dans le cadre de la journée du livre haïtien, un événement extrêmement important qui a eu lieu depuis de nombreuses années et dont nous ne pouvons pas nous réclamer, mais dont nous sommes fiers d'être associés très indirectement par le fait que sa digne organisatrice, Jasmine Narcisse, ici présente, a été aussi l'organisatrice de ces rencontres ici au Graduate Center, et je la remercie en notre nom à tous. Médecin de formation, Jean-Daniel Reinhorn est diplômé de l'Université Paris 7 et professeur dans le domaine de la santé et de l'action humanitaire. Depuis les années 1970, il s'est profondément investi dans le travail humanitaire avec un certain nombre d'ONG, y compris Médecins sans frontières. Il a enseigné et travaillé dans de nombreuses universités internationales, à Paris et ailleurs, y compris Paris 11, à l'université d'Hanoï et à l'université de Genève. Je pense qu'il s'est trouvé plus récemment, il est maintenant associé à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Et il a été de 2004 à 2011 le directeur du Centre pour l'éducation et la recherche en action humanitaire à Genève. Et il a été invité à enseigner partout dans le monde, y compris, je pense, ce qui est assez savoureux, dans le domaine de la santé publique, à deux universités assez distantes, proches et distantes en même temps, devrions dire. Voilà, l'université Léopold Senghor à Alexandrie en Égypte, et à l'université de Tel Aviv en Israël. Et à l'heure actuelle, il dirige les études sur inégalité sociale, santé et action humanitaire à l'Institut d'études globales à Paris. Il est membre aussi de la faculté doctorale de l'École d'études du développement à l'Université libre de Bruxelles. Donc, personnage d'une grande érudition et d'un grand activisme, d'un grand investissement humanitaire dont il nous a un peu parlé hier. Nous avons été, je crois, très touchés par ses commentaires après le film de Franz Voltaire et par les différentes allusions qu'il a faites à ses interventions où il s'est trouvé en Asie, en Amérique latine. Récemment, il a publié un livre qui est un livre collectif, un ouvrage collectif que vous voyez ici, sur la table, Haïti, réinventer l'avenir. Cet ouvrage collectif, donc, paru en 2012, aux éditions de la Maison des sciences de l'homme et aux éditions de l'Université d'État d'Haïti, a été édité et coordonné par Jean-Daniel Reinhorn, avec une préface de Michael Jean et une postface de Michel Pierre-Louis, et comprend toute une série d'interventions par divers experts et intellectuels qui sont à même de réagir et de commenter sur la situation d'Haïti après la catastrophe de janvier 2010 et des possibilités du relèvement, de l'énergie et du désir de relèvement qui manifeste au sein de la vie haïtienne. À ce livre, Jean-Daniel Reinhorn fournit une introduction qui recouvre certains des thèmes dont il nous a parlé jusqu'à présent durant ses interventions et aussi les conversations que nous avons avec lui, quand les catastrophes naturelles changent les destins des peuples. De ce livre, dont il vous parlera probablement un peu, non, un petit peu, enfin un peu, bon, alors j'en parle un petit peu moi-même. Nombreux sont ceux qui estiment en effet qu'Haïti saura bien se relever de cette série de désastres, marquée à toujours par cette date pivot du 10 janvier 2010. Cet ouvrage est conçu comme un trialogue, non un dialogue, entre la société civile haïtienne d'une part, la diaspora et le monde de la solidarité internationale. Cet ouvrage est né à l'occasion d'un colloque Haïti des lendemains qui tremblent, qui s'est tenu à Genève en janvier 2011. Et de ce que je comprends, la discussion et éventuellement l'interrogation des modalités des interventions humanitaires internationales est une composante extrêmement importante de l'ouvrage, réflexion sur son étendue, sur ses limites, sur les problèmes qu'il pose. L'ouvrage analyse donc sans complaisance à la fois les faiblesses de la société haïtienne, les ambiguïtés de la diaspora
et les jeux, souvent contestables en effet, de l'aide internationale. Il propose des pistes de réflexion et de priorité pour reconstruire cette société aspirant à plus de liberté, de justice, d'égalité. Ce soir, donc, la présentation du professeur Einhorn sera Haïti au temps du choléra, la face cachée d'une épidémie, mais il nous a aussi proposé, et nous en sommes encore heureux et reconnaissants, un film, Kembela Haïti, autre regard sur Haïti, c'est-à-dire un film qui s'attache à ce que Haïtiens et Haïtiennes, acteurs sociaux, entrepreneurs de leur réalité, font, disent, pensent et rêvent dans une Haïti entre construction, reconstruction et refondation. Vous avez sans doute vu ou reçu un pamphlet qui résume certains des tenants et aboutissants de ce film. J'en ai choisi cette formulation qui me paraît particulièrement frappante. Le film donc imaginé par Muriel Brenner, Edith Collot et Jean-Daniel Einhorn, assisté par tout un comité de pilotage composé de membres de la diaspora haïtienne, tout autant que d'acteurs associatifs travaillant en Haïti. Et donc nous espérons avoir, et je crois que vous avez certainement le temps pour cela, après la présentation du film, une discussion menée par Jean-Daniel. Alors je vous demande de vous joindre à moi en accueillant M. Einhorn, qui nous fait donc cet immense honneur d'être avec nous, et de parler de ces questions si brûlantes et sur la base de l'expérience et de l'investissement personnel qu'il y met. Merci beaucoup. Merci Francesca pour ces kind words. Voilà, vous avez dit les jeux des organisations internationales. Eh bien, vous allez voir que dans l'exposé que je vais vous faire à propos du choléra, combien le choléra est peu une maladie et beaucoup un enjeu des relations internationales. Vous allez voir qu'on peut parfaitement contrôler au plan médical une épidémie, y compris dans un pays aussi déstructuré que Haïti, mais que les jeux de l'aide internationale, des rapports de force, des grandes puissances, et en particulier les États-Unis d'Amérique, ont un impact considérable sur le devenir de l'épidémie. Un devenir de l'épidémie qui, aujourd'hui, au moment où la saison des pluies redémarre, fait craindre que l'épidémie ne reflambe et fait même plus craindre, c'est une certitude, que nous allons passer du stade épidémique, c'est-à-dire le stade aigu, à un stade chronique, une endémicité de l'épidémie, du choléra, dont bien sûr une partie de la responsabilité est liée à l'absence totale de structures publiques et avec une vacuité de l'État haïtien qui est impressionnante, mais aussi à la manière dont l'aide internationale conçoit son rôle. Et je veux dire par là qu'à vacuité de l'État, à absence d'État, de l'autre côté, il y a eu la naissance d'un nouvel État parallèle, qui est un État totalement étranger, et qui se conduit en Haïti comme on pouvait se conduire à d'autres époques, où, disons, les valeurs, les principes n'étaient pas affirmés. Et quand la principale organisation qui se conduit comme ça, ce sont les Nations Unies, qui sont pourtant l'endroit où l'on formule les principes, en particulier les principes humanitaires, et que lorsque cette organisation ne les respecte pas pour elle-même, elle crée une situation qui va avoir des effets collatéraux dans le reste du monde qui sont impressionnants. En d'autres termes, ce qui s'est passé en Haïti depuis 3 ans, on va le voir, les cyclones, le tremblement de terre et l'épidémie de choléra a déclenché une énorme crise dans le monde international, de l'aide internationale, de la solidarité internationale et de l'action humanitaire, aussi importante que la crise qui avait succédé à 2 événements importants, la guerre de Bosnie et le génocide du Rwanda, où brutalement est apparu comme complètement évident que les acteurs humanitaires devenaient les complices des militaires, les militaires eux-mêmes ayant leur propre agenda, et que le massacre de Srebrenica, où tous les humanitaires ont croisé les bras au moment où on a tué en 24 heures 8000 personnes, ou bien le massacre du Rwanda,
ont été deux événements qui ont montré que les limites de l'humanitaire et ont déclenché une crise qui jusqu'à aujourd'hui se perpétue sur les relations des humanitaires avec les politiques et avec les militaires. La question posée à l'occasion du tremblement de terre et de l'épidémie de choléra, c'est jusqu'où on peut se substituer à un État et à partir de quel moment, de quel seuil, l'action humanitaire devient plus négative que positive. Il est clair en Haïti que l'aide internationale, les agents, les acteurs de l'aide internationale sont aujourd'hui l'un des facteurs essentiels, il y en a évidemment d'autres, qui empêchent la reconstruction d'un État. Voilà. Alors on va donc regarder comment dans un pays où les médecins ont relativement bien réussi à contrôler une épidémie d'une grande violence, puisque c'est en termes de rapidité d'extension de l'épidémie, c'est la plus importante épidémie de choléra de ces 50 dernières années par sa rapidité d'extension et son taux de mortalité au début, et que malgré cette victoire, ce succès, l'avenir est très sombre à cause des questions qui relèvent des sciences sociales et des sciences politiques. Alors, je vais vous proposer donc un exposé d'une demi-heure en 4 parties. La première, je vais vous rappeler, mais vous le savez tous en quelques mots, quelques réalités sociales et quelques indicateurs sociaux en Haïti qui font le lit des épidémies, la crise sociale haïtienne. Ensuite, sauf pour le médecin qui est ici, donc j'ai fait très court en ce qui concerne l'épidémie parce qu'il y a des tas d'aspects techniques, je crois, qui n'ont pas leur place ici, mais quand même je vais vous donner, en particulier, je vais vous montrer comment une épidémie s'étend et explose avec des cartes pour bien que vous réalisiez que combien quelqu'un qui fait ses besoins dans une rivière peut tuer 7000 personnes et en infecter 550 000. Et puis enfin, on regardera alors du point de vue des sciences sociales et des sciences politiques 4 problèmes, on va dire issues, et le mot est mieux en anglais, qui vont avoir un effet sur l'avenir de cette épidémie, et je vous propose à ce moment-là de discuter autour de ces questions. Voilà, Haïti est le pays qu'on appelle le plus pauvre du continent américain. C'est vrai au sens du quantitatif, c'est-à-dire que le revenu par habitant est le plus faible du continent américain, mais c'est étonnamment un pays qui, sur le plan social, n'est pas le dernier. Le UNDP le classe 145 sur 169, avec des indicateurs sociaux adult literacy et de infant mortality qui sont meilleurs qu'un certain nombre de pays africains. Donc une réalité sociale où malgré tout, et ceux ici qui font partie de la diaspora savent que les remittances, l'argent envoyé par la diaspora, représente, selon les estimations, du quart au tiers du produit national brut, ce qui est considérable. C'est le pays où le flux d'argent, dans ce sens, est le plus élevé par tête d'habitant. Et bien entendu, les remittances ne sont pas comprises dans le produit intérieur brut tel qu'il est calculé par les Nations Unies. Et donc, en fait, Haïti est plus riche que ne veulent le dire ces chiffres à cause du transfert d'argent important de la diaspora. La diaspora, selon la Banque mondiale, transférait entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars dans l'année qui a succédé au tremblement de terre, dans l'année 2010, donc l'année du séisme. C'est une somme très considérable. Ça représente les 2 tiers du produit intérieur brut. Autre chose pour parler du choléra, bien sûr, c'est le faible taux de vaccination. C'est le faible taux d'accès à l'eau potable. Ces chiffres de 63% datent d'avant le séisme. Or, c'est beaucoup à Port-au-Prince et dans des villes comme Jacmel qui ont été effondrées
qu'il y avait des réseaux d'eau potable, donc l'accès à l'eau potable est considéré comme étant de l'ordre à peu près aujourd'hui de 50%, c'est-à-dire la moitié la plus vulnérable de la population n'a pas accès à l'eau potable. Et puis quant à l'hygiène et la sanitation, l'UNDP considère aujourd'hui que ça représente 13%, donc 13% de la population seulement a accès à des toilettes qui peuvent être nettoyées. C'est extraordinairement faible, et là on voit comment l'épidémie de choléra a là un environnement extraordinaire pour se développer. Donc c'est quand même un pays, au-delà de l'image très mauvaise et sur lequel il y aurait beaucoup à dire, véhiculé par les médias internationaux, Haïti, pays maudit, la fatalité, etc. Il faut que, bien sûr, qu'Haïti est un pays qui a manqué jusqu'ici sa transition démocratique après la chute des Duvaliers, malgré des outils importants, une constitution extrêmement libérale, très démocratique, une presse totalement libre, ce qui est rare dans le monde des pays pauvres, mais Haïti n'a pas réussi à créer, à faire émerger un noyau de dirigeants qui ait le respect d'un certain nombre de règles et qui soit suffisamment des hommes d'État pour entraîner Haïti sur la voie du développement. Donc, 3 désastres en 2 ans. Aucun pays au monde n'a eu à faire face à 3 désastres de cette importance, dont le séisme, qui est donc l'un des plus importants désastres de l'humanité depuis un siècle. Les effets de ces désastres, c'est quoi? C'est essentiellement, avec les cyclones et le tremblement de terre, entre 1,5 et 2 millions de personnes qui se retrouvent ne plus habiter chez elles. Alors les uns sous les tentes, d'autres dans leur famille, généralement dans leur village d'origine, et puis aussi une énorme migration illégale du côté de la République dominicaine. Cette population, on dit pour faire simple, 20% de la population haïtienne doit habiter de manière précaire dans des endroits qui sont provisoires, qui sont quelquefois des endroits solides, mais pour la plupart d'entre eux des endroits extraordinairement fragiles, à la merci du premier ou du prochain cyclone. Le cyclone Thomas de l'été dernier a failli faire des dégâts. Finalement, comme il ne s'est produit que surtout dans la région de Port-au-Prince, la préparation a été évidemment bien meilleure que ce qu'elle avait été en 2008, mais si ça se produit dans le nord, les dégâts risquent de nouveau d'être assez importants. Donc, il y a une fragilisation de la situation physique, psychologique, sociale, après ces trois catastrophes, enfin les 2 premières, qui a créé un environnement très favorable pour le départ d'une épidémie. Alors, personne ne s'attendait au choléra, puisque le choléra était complètement inconnu en Haïti depuis plus d'1 siècle. Il n'est même pas documenté. On dit plus d'1 siècle, mais peut-être on pense qu'il y a eu du choléra à d'autres époques, mais en tout cas, depuis 1 siècle, il n'y a aucun document qui puisse dire qu'il y a eu du choléra en Haïti. Alors, ce que je voudrais, sur quoi je voudrais insister, c'est non pas les chiffres, non pas la réalité vue par l'aide internationale, mais plutôt la perception de la vie en Haïti au moment où le choléra arrive. Cette perception, c'est too much. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus du tout. Les liens sociaux ont été cassés, d'autres se sont reconstruits. L'approvisionnement quotidien est devenu extraordinairement difficile. La dépendance à l'aide internationale est devenue quasi totale. Haïti, au moment où le soldat népalais fait ses besoins et qui vont directement dans la rivière, est un pays malade, déjà fatigué. Ce qui, bien sûr, va avoir un impact sur la manière dont la population va vivre les premières semaines de cette épidémie du choléra.
Durkheim nous rappelle que dans les situations d'immenses difficultés pour les êtres humains, lorsque l'être humain est pris dans un environnement dans lequel il ne sait plus comment utiliser ses propres ressources, il a 3 directions. L'anomie, c'est la fatalité, je n'y peux rien, je me réfugie dans la religion, simplement je m'assois et j'attends la mort, je ne respecte plus les règles, puisque de toute façon les règles n'existent plus. La révolte, bien sûr, et on sait combien aujourd'hui dans le monde l'augmentation des inégalités sociales est responsable de beaucoup des révoltes extrémistes, et puis de parti. Alors c'est vrai que j'ai été, il n'y a pas très longtemps, pour la 2e fois en République dominicaine, dans les quartiers des villes proches d'Haïti. Je veux dire, c'est d'immenses bidonvilles voilà, dans lesquels il y a quelques centaines de milliers d'Haïtiens sans aucune situation légale, ne pouvant pas s'intégrer dans un pays qui a déjà intégré, c'est un chiffre qui a été confirmé de multiples sources, il y a 22 000 étudiants haïtiens en République dominicaine, dont 7 000 étudiants en médecine, c'est-à-dire 6 fois la quantité de médecins qu'il y a en Haïti. J'ai été les interroger, on est en train de faire une enquête sur leur futur. Jusqu'ici, aucun d'entre eux ne veut retourner en Haïti. Alors, voilà, on est face à une situation dans laquelle la psychologie, le regard porté par les citoyens d'un pays, parce que ceux qui sont ici, par définition, pour la plupart, ils sont dans une situation légale, mais ceux qui sont en République dominicaine, ils ne sont pas dans une situation légale. Donc avec toutes les maltraitances, bien sûr, qui peuvent en être la conséquence, mais surtout, ceux qui sont en situation légale et qui n'ont qu'à franchir tranquillement la frontière avec un joli diplôme, ne vont pas le faire. En plus dans le domaine de la santé où les besoins sont immenses. Donc, on a une population complètement désorientée, on va dire écrasée sous un choc psychosocial, et là-dessus, un beau jour, un soldat népalais qui vient d'arriver fait ses besoins, là, dans les latrines du camp, et va déclencher donc une terrible épidémie. Alors, c'était le 16 octobre, Mirebalais, c'est là, hein? Inche, vous disiez tout à l'heure. Hench. Donc c'est à Mirebalais que les choses ont commencé, vous allez voir comment. En quelques jours, toute la vallée de l'Artibonite est infectée. Quelques jours, c'est-à-dire 3 jours. Le temps qu'il faut à l'Institut, au Laboratoire National de Santé Publique, pour reconnaître que c'est un vibrion cholérique, d'envoyer au CDC à Atlanta quelques souches, et pour faire une déclaration à l'OMS. En une semaine, vous voyez la quantité, près de 5000 personnes sont infectées, il y a déjà 300 morts. C'est une véritable explosion épidémique. Alors Jean Salgado Pellet, après enquête, les épidémiologistes sont formidables. Je vivais à Hanoï au moment de l'épidémie de SARS, vous vous rappelez, c'était en 2003. Donc c'était au moment où je me préparais à partir. La manière dont on a pu remonter la chaîne pour voir quel était le premier cas, et qui comme par hasard venait de Hong Kong, où était le premier cas en Chine, etc. La même enquête a été faite en Haïti, et on a très facilement retrouvé en quelques jours qui était le premier cas. C'est lui. On a même vu dans sa famille une photo. Voilà, il se baignait comme beaucoup de gens à Mirebalais dans la rivière, où il buvait, faisait ses besoins, se lavait. Et puis, voilà, la rivière, vous allez le voir sur la carte, était en aval du camp des Népalais, et donc c'est ainsi qu'il a été la première victime de cette épidémie. Il est mort en quelques heures.
Alors, voilà le parcours de l'épidémie. Mirebalais, en 3 jours, en particulier Saint-Marc a été infecté, ça a explosé à Saint-Marc, et ensuite, c'est revenu par, tout simplement, il faut quoi, 3 heures de voiture pour faire Saint-Marc et Port-au-Prince. Donc c'est arrivé à Port-au-Prince, et puis de Port-au-Prince, ça s'est étendu là, et puis par ailleurs, ça a, depuis le delta de l'Artibonite, ça a gagné le nord du pays. Tout ça en quelques jours. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé, et là on rentre dans les sciences politiques, il s'est passé des choses assez incroyables, c'est que tout de suite, dès les premiers jours, la rumeur a couru que c'était à cause du camp de la MINUSTAH, l'organisation des Nations Unies chargée de la sécurité, et d'aider le gouvernement à organiser les élections et à gérer la sécurité dans le pays. Ça a eu un effet extraordinairement paralysant sur les organisations des Nations Unies. Il y a eu des débats considérables, tout de suite, entre ceux qui disaient « mais si c'est nous, les responsables, il faut évidemment le dire, c'est un accident, ça n'a pas été un acte volontaire », et d'autres qui disaient « non, il faut cacher, ce n'est pas vrai, c'est unfair de dire ça ». Et donc ce débat, qui a aussi traversé l'OMS et l'UNICEF, qui auraient dû être parmi les premiers acteurs de la réponse à l'épidémie, ça les a paralysés. Et finalement, qui a pris en charge l'épidémie dès le 20 octobre? La brigade cubaine, 1200 travailleurs de santé, médecins, infirmières, agents de santé publique, Médecins sans frontières et Partners for Health de Paul Farmer. Donc, que des étrangers. Mais des étrangers intégrés depuis longtemps dans le tissu, dans la communauté médicale haïtienne, et donc ayant suffisamment de crédibilité pour que la communauté médicale haïtienne s'embarque avec eux contre l'avis du gouvernement et contre l'avis des Nations Unies. Et c'est le début d'une bataille qui dure jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu dans le New York Times comment ceci a été très bien expliqué par un journaliste il y a 15 jours. Et en ce qui concerne le programme de vaccination qui a été lancé lundi dernier, la bataille continue. Donc, dès le premier jour de l'épidémie, il y a eu une fracture entre les principales forces, les principales institutions en charge officiellement de soutenir le ministère de la Santé haïtien dans ses activités. De très nombreux épidémiologistes ont été envoyés de France et du CDC d'Atlanta, ce qui veut dire que très vite, en quelques peu de temps, il y avait l'équipe des épidémiologistes qui pouvaient, avec les informations qui arrivaient tous les jours, suivre l'épidémie et donner des propositions d'action en fonction de l'extension de l'épidémie et de sa létalité. Alors, vous voyez comment la première question est posée. Donc, une situation en Haïti du secteur de la santé dans lequel un certain nombre d'organisations internationales jouent un rôle très important, et en particulier la brigade cubaine. Je fais une petite parenthèse quand même, parce qu'il y a une injustice assez considérable. Il y a une revendication des médecins haïtiens qui est d'être traités par leur gouvernement comme le gouvernement traite les médecins cubains. C'est incroyable, parce que les médecins cubains ont un revenu 4 fois supérieur à ceux des médecins haïtiens, et ils sont payés par le ministère de la Santé. Ils ont un 4x4 à disposition et un véhicule gratuit et l'entretien du 4x4 gratuit. Le 4 wheels. Bon, et donc il y a une revendication, l'Association nationale des médecins, ça fait des années, enfin depuis 2004 que la brigade cubaine est devenue importante, ils revendiquent simplement les mêmes droits. Voilà. Alors qu'ils s'en aillent ne va étonner personne. Même dans leur propre pays, ils sont traités comme des sous-médecins au nom de la grille médecin, mais
le Lancet, des revues médicales les plus importantes, a refusé de publier l'article de Pierre Roux, qui a finalement été publié par Emerging Infection Disease, qui est le journal du CDC à Atlanta. Parce que on va voir que les jeux du gouvernement américain vont aussi faire partie de ces questions, puisque en fait le gouvernement américain, dans son soutien à travers Bill Clinton et d'autres du gouvernement haïtien, se retrouve en opposition avec Partners for Health et le CDC d'Atlanta. Alors, petit Google Earth, voilà Mirbalais, bienvenue. Voilà le camp des UN. Voilà le lieu ici où la route est tout à fait au bord de la rivière, ou prise en photo par un journaliste de la télévision Qatari Al Jazeera. Ils ont pris en photo, après le début de l'épidémie, l'évacuation des déchets du camp directement dans la rivière, à cet endroit, ici. Après. Et voilà la petite rivière Meillé, celle-là, charmante, l'eau propre, où se baigne, se lave et défèque la population qui vit là. En voyant ça, c'est vraiment complètement impossible de nier cette réalité, surtout que ce soldat népalais, ou ces soldats népalais, on apprend à ce moment-là par l'OMS qu'il y a une épidémie de choléra qui sévissait au Népal, dans la région d'où vient le contingent népalais. Bon, ça va. On peut dire c'est un accident, et puis voilà, on met les moyens pour dire bah, excusez-nous, le secrétaire général des Nations Unies fait une grande déclaration, et puis voilà, on passe à la suite. Non. Donc, Mulette, chef de la MINUSTAH, il ne dit pas je conteste, il dit unfair. Il déplace ça sur le plan sentimental. Nous qui faisons, qui aidons, comment vous pouvez nous accuser d'avoir amené le choléra? Ban Ki-moon dit oh, c'est les Français et les Haïtiens, ils ne sont pas capables, je vais nommer un panel indépendant d'experts. Pas de chance, il s'adresse au CDC qui dit oui, on va vous en fournir. Ah non, 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 le CDC, vous êtes du côté de cette mission, donc ils vont chercher des experts, on ne sait pas trop où, ils mettent donc 3 mois. On est déjà en février quand les experts arrivent. Il y a déjà beaucoup de morts et beaucoup de gens infectés. Et donc le Lancet fait un éditorial complètement surprenant pour la communauté médicale en disant non, c'est pas bien du tout d'attaquer les Nations Unies dans cette situation, on faut mieux ne rien faire, ne rien dire surtout, et les traiter dans le silence parce qu'on n'a aucune preuve. C'est la 3e fois que le Lancet est pris la main dans le sac, de collusion avec un certain nombre de forces de la gouvernance. La fois précédente, je vous rappelle, c'était l'épidémie de H1N1, où l'OMS a été prise la main dans le sac on va dire, de liens avec l'industrie pharmaceutique qui n'était pas complètement transparent, et le Lancet avait appuyé l'OMS en disant que c'était des calomnies. Voilà. Alors, il y a un très bel éditorial, je vous ai mis la référence là-dessus. Alors, la population haïtienne, elle voit que, bien sûr, ça vient de là. Alors, stop cheating in the river, il y a quoi, hein? Caca dans rivière. Et alors, qu'est-ce que fait le gouvernement haïtien devant les manifestations? Il demande d'envoyer les casques bleus. Vous imaginez la faute psychologique. Donc les casques bleus qui sont responsables de l'épidémie sont envoyés pour maintenir l'ordre face aux manifestations. Et donc, malheureusement, il y a un mort. Pas du choléra, mais des casques bleus, comme le choléra. Bref, vous imaginez comment une population qui est déjà soumise à tellement de pression peut vivre aujourd'hui le maintien de l'ordre par des soldats de la paix, alors qu'eux-mêmes sont responsables de la mort d'une partie de la population, de l'infection de 5% de tous les Haïtiens.
et sont là pour réprimer les manifestations. Ça, on n'avait encore jamais vu. Une faute politique, enfin psychologique de cette importance. C'est tout simplement, il y a des soldats américains à la limite, mais bien sûr les Américains ont dit, ils ont été plus politiques, on ne va pas nous apparaître dans cette histoire, restons tranquillement dans nos casernes. Contrôle l'aéroport, un certain nombre de points stratégiques, et puis voilà. Donc voilà comment ça se termine. En mai, 6 mois après le début, 7 mois après le début de l'épidémie, le panel, Independent Panel of Experts, dit oui, oui, la première mission avait parfaitement raison, l'épidémie est partie de là. 7 mois, on s'est dit bon, Ban Ki-moon va quand même dire que excusez-nous, etc. Non. Ban Ki-moon ne dit pas ça, il dit il y a eu des circonstances malheureuses et personne n'est responsable, enfin bref, quoi, il a noyé le poisson, il a été incapable de reconnaître que c'était un accident lié à des pratiques qu'on aurait dû prévenir, mais voilà. Au moment où Ban Ki-moon parle 7 mois plus tard, il y a déjà 400 000 personnes qui ont été infectées. Donc, le premier problème fondamental qui est soulevé, mais de manière éclatante par cette épidémie, c'est comment l'organisation chargée du respect du droit international humanitaire ne s'applique pas à elle-même ses propres règles. C'est du jamais vu. Voilà. Le deuxième rôle, c'est bien sûr le rôle des États-Unis d'Amérique. Bien sûr, il y a tout le passé, je vous la fais rapide, qui fait que, bien sûr, la perception des États-Unis est quand même la perception de la puissance qui est derrière beaucoup d'événements historiques. Et puis, qui on nomme à la tête du comité de reconstruction? Bill Clinton. Ça fait beaucoup d'Amérique en Haïti. Mais d'un autre côté, quand vous demandez aux Haïtiens où est-ce que vous avez envie d'aller pour quitter le pays, tous y répondent les États-Unis. Et puis, quand on voit la quantité de centaines de prêcheurs qui sont venus après le tremblement de terre depuis les États-Unis, c'est difficile quand on va dans les villages haïtiens de ne pas rencontrer des Américains, qui généralement sont des communautés religieuses de tels villages du Middle West qui viennent là. Donc, les États-Unis sont extraordinairement présents en Haïti, mais jusqu'alors, c'était une force relativement homogène. L'émergence de cette épidémie a conduit le CDC pour des raisons purement scientifiques et Partners for Health pour des raisons qui fait que Paul Farmer est une personnalité quand même très importante dans ce qui peut se dire sur Haïti. Il a quand même écrit un certain nombre d'ouvrages qui sont vraiment des grands ouvrages de référence. Donc, brutalement, l'Amérique apparaît aux Haïtiens comme contradictoire. D'un côté, il y a des organisations qui disent ça. De l'autre côté, le gouvernement qui est derrière le gouvernement haïtien et les Nations Unies dit le contraire. Donc ça crée une situation dans laquelle la perception, la perception en Haïti de l'Amérique a changé à l'occasion de cette épidémie. Elle a peu changé, mais elle a changé au sens où le monde humanitaire est plutôt européen. Et puis il y a cette histoire qui est quand même un choc pour tout le monde, c'est qu'au 3e jour après le tremblement de terre, les États-Unis envoient 10 000 Marines, pas une seule équipe de secours pour le tremblement de terre. Que pour sécuriser. Pour sécuriser quoi? Syndrome New Orleans, Katrina. Il va y avoir des pillages, des violences, des viols, etc. Il n'y en a pas eu plus à Port-au-Prince qu'il y en a eu à la Nouvelle-Orléans, mais le fantasme, et on veut réoccuper une situation pour la maintenir, si possible, contrôlée par nous. Le troisième problème que soulève à nouveau cette épidémie, c'est la question du stigma. Alors pour les plus anciens ici, vous connaissez l'histoire de 4-H disease, une histoire qui a traumatisé Haïti, en particulier la diaspora haïtienne aux États-Unis,
où le CDC avait fait dès les premières semaines de l'épidémie, parce que le recrutement des cas avait fait que brutalement, dans une série des 200 premiers patients atteints du VIH, qui ne s'appelait pas encore VIH à l'époque, il y avait 23 Haïtiens. Et que, comme il n'était pas homosexuel, masculin, qu'il n'était pas hémophile, et qu'il n'était pas héroïnomane, on a créé un 4e H qui était haïtien. L'épidémie vient d'Haïti. Si vous vous souvenez, pour les plus anciens, ça a créé à l'intérieur de l'opinion américaine un rejet considérable de la population haïtienne. Il y avait dont j'ai mis après, j'ai des photos de tag, Haitian equal Negroes plus AIDS. Paul Farmer a fait une enquête chez les chauffeurs de taxi de New York et de Boston, et qui leur ont tous dit que, en gros, un passager sur 2 demandait « Êtes-vous haïtien ?» Oui, et il ressortait. Bref, des petits commerces se sont effondrés, des enfants ont été exclus des écoles, le tourisme en Haïti s'est complètement effondré, tout ça sur un communiqué du CDC. Et là, on recommence. Où déjà, avant les Nations Unies, il y a des précédents. Certes, en 1985, le CDC retire les Haïtiens des groupes à risque, mais fondamentalement, ils ne s'excusent pas, ils ne reconnaissent pas leur erreur. Et il faut attendre la grande manifestation, si vous vous souvenez, d'avril 1990 ici à New York, 150 000 personnes, pour que la FDA reconnaisse qu'il était inapproprié, comme ça à l'américaine, d'empêcher les Haïtiens de donner leur sang, puisqu'ils étaient empêchés de donner leur sang, toujours en 1990, c'est-à-dire 8 ans, 9 ans après le départ de l'épidémie, sans aucune preuve scientifique. Ce stigma-là, c'est le stigma classique des pauvres qui n'ont pas la peau blanche, qui sont en situation épidémique et qui, partout dans le monde, se retrouvent dans des situations où l'épidémie révèle des comportements totalement discriminatoires. Alors, Francesca a dit tout à l'heure que je travaillais à l'université Léopold Senghor d'Alexandrie, c'est vrai, depuis 10 ans, et nous avons entamé à petit nombre une campagne parce que le monde arabe est persuadé que c'est le monde noir qui apporte le sida, et donc parmi tous les étudiants de l'université, il y a à peu près 300 qui viennent d'Afrique subsaharienne, et c'est les seuls à qui on fait un test VIH. Et s'il est positif, ils sont expulsés dans les 48 heures, au mépris de toutes les règles et de la charte des porteurs du VIH que l'Égypte a signée, bien sûr, aux Nations Unies. Donc le stigma, le choléra, ajoute au stigma plus ou moins inconscient autour d'Haïti. Dernière issue, c'est la crise dans le monde international. Et cette crise, je vais juste vous la résumer en cette espèce de bataille depuis 18 mois entre nos 3 Robins des Bois, les Cubains, Partners for Health et Médecins sans frontières, et le reste de la communauté internationale. Cette bataille, elle tourne autour justement du concept de la prise en charge d'une épidémie. Est-ce que les pauvres ont droit au même traitement que les autres? Je veux dire, les pauvres qui ont la peau noire et qui sont dans une épidémie. C'est une question éthique fondamentale, dans laquelle les Nations Unies disent « Oui, mais sustainability, il faut penser à l'avenir, et si aujourd'hui on met en place des techniques trop sophistiquées, alors d'abord les gens ne vont pas savoir comment faire, et puis ensuite après ça va créer des problèmes et ils ne seront pas capables de continuer. » Alors, le problème, c'est que le gouvernement haïtien, pris dans ses contradictions, suit les Nations Unies. Et donc, il se retrouve aujourd'hui en complète contradiction avec une demande, évidemment, populaire, mais aussi une demande de sa communauté médicale pour prendre en charge l'épidémie comme on le ferait dans n'importe quel pays.
Parce que, bien sûr, le choléra, il est parti d'Haïti, il est venu en Floride, mais il n'a pas déclenché l'épidémie. Il est venu à Saint-Domingue, et il a déclenché une épidémie dans les milieux haïtiens et quelques milieux très pauvres de la République dominicaine, montrant que c'est un problème social. Ce n'est pas un problème médical. On sait parfaitement traiter une épidémie de choléra aujourd'hui. Donc, dans un cas, on dit, on met les vrais moyens, on apporte de l'eau potable, on donne des antibiotiques et on vaccine, comme on ferait dans n'importe quel pays du monde. Dans l'autre, on dit, et cette phrase a été lâchée par quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui occupe une position très importante aux Nations Unies, si on fait ça, les Haïtiens vont avoir une impression de sécurité et ils vont devenir laxistes à propos de l'hygiène. C'est quoi ça? Et je vous assure que c'est une très haute personnalité qui a dit ça. Alors, vous voyez jusqu'où va le stigma. Et vous voyez donc comment le futur de l'épidémie est lié à tout ça. Alors finalement, vous avez vu, c'était samedi dernier, brutalement, à titre expérimental, l'Organisation mondiale de la santé a accepté cette expérience de vaccination. Ce n'est pas pour vacciner l'ensemble de la population, c'est pour vacciner 100 000 personnes à titre expérimental, c'est-à-dire 3 fois rien. Ça va en le faisant dans des lieux appropriés. Il est fait à Port-au-Prince et dans le delta de l'Artibonite. On peut espérer un certain ralentissement, mais le vaccin n'est efficace qu'à 70%, donc 70% des cas, et il ne marche que pour 3 ans. Mais dans d'autres pays, on n'aurait même pas discuté. Bien sûr, on l'aurait fait. Alors là, on le discute. On le discute, et finalement, on laisse faire, tout en laissant entendre que c'est un peu expérimental. Et comment les agences de presse haïtiennes, alors allez sur Internet ces derniers jours, comment ils entendent ça? Ah, expérimental, we are guinea pigs. Le mot a été lâché, pfiou. Évidemment, la presse étant libre, il flambe dans Haïti, on est les cobayes. Stigma, pauvreté, cobayes. Vous voyez comme tout ça n'a rien à voir avec la médecine, c'est vraiment fondamentalement une question des sciences humaines, de la psychologie. Donc, voilà une épidémie qui est relativement bien contrôlée dans sa dimension médicale, et qui a posé qui a créé des affrontements comme on n'en avait encore jusqu'ici jamais eu. Alors que la population haïtienne est complètement dépendante aujourd'hui de l'aide internationale pour le contrôle de l'épidémie. Alors je finis, je prends à Paul Farmer ce concept de blame the victims. Il est quand même de plus en plus évident, et le sida l'a montré, comme psychologiquement on retourne vers la victime la responsabilité de ce qui lui arrive, ce qui permet de c'est eux, c'est pas nous, tant pis pour eux, leur comportement sexuel, l'utilisation de l'héroïne, les piqûres, etc., etc., les transfusions, ils n'ont qu'à faire ça dans des conditions propres, ça ne leur arriverait pas. Les victimes sont responsables de leur situation. Alors, quand on voit une réalité dans laquelle j'ai pas d'eau potable pour 50% de la population et que la rivière qui coule, l'Artibonite à Mirebalais, l'eau est relativement claire, ça fait des siècles et des siècles que les gens boivent l'eau, bien sûr ça déclenche des diarrhées de temps en temps, mais il n'y avait jamais eu de choléra, donc d'une certaine manière, voilà. Les choses se passaient comme ça, on ne va pas les blâmer de faire ça. Si un très haut responsable a dit que oui, si on les vaccinait, ça allait les rendre laxistes, ils allaient recommencer à se baigner dans la rivière. Ils n'ont jamais arrêté d'ailleurs. Et puis, nouvel élément de sciences politiques, poussé par des avocats proches de l'université de Harvard à Boston, les parents des victimes décident de porter plainte. C'est la première fois dans l'histoire du monde que des pauvres victimes se
porte plainte contre les Nations Unies devant un tribunal international. Et ça crée un problème juridique diabolique, puisque l'autorité qui est au-dessus du tribunal international, ce sont les Nations Unies. Voilà. Mais vous voyez comment cette épidémie de choléra racontée autrement fait bouger des lignes de force dans on va dire, la gouvernance internationale considérable. Ce petit pays, cette épidémie de choléra, est en train de reposer des problèmes fondamentaux. Après tout, pourquoi est-ce que les Nations Unies ne seraient pas soumises, elles aussi, au droit international? Ok, c'est les Nations Unies qui élaborent le droit international, mais de la même manière qu'un Parlement élabore des lois, les députés peuvent être poursuivis en justice avec même les lois qu'ils ont votées. Alors pourquoi pas les Nations Unies? Donc, cette épidémie de choléra a créé un nouveau problème international considérable qui relève de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est d'une certaine manière une espèce de revanche des victimes, même si évidemment ça ne leur redonnera pas la vie. Et pour finir, juste pour vous rappeler à propos de cet exemple que même avec des outils médicaux des compétences et des outils sophistiqués, on peut contrôler une épidémie. Il n'en reste pas moins que le futur de l'épidémie dépend entièrement des affrontements dans la sphère internationale qui sont en train de se produire sur comment on continue à prendre en charge cette épidémie. Médecins sans frontières s'en va cet été. Les Américains font pression sur le gouvernement haïtien pour que les Cubains s'en aillent. C'est trop quand même de dire que c'est grâce aux Cubains que l'épidémie a été contrôlée. Pire, grâce aux Cubains, avec Partners for Health et le CDC, organisation américaine. Et enfin, Paul Farmer a fait une déclaration pour dire qu'ils n'avaient plus d'argent. Donc il a fait un appel pour avoir de l'argent. Mais il ne va pas pouvoir à lui tout seul et à Partners for Health contrôler l'épidémie. Voilà. Alors, je pense qu'il n'y a qu'un seul médecin ici, mais quand on se retrouve dans des pays comme ceux-là, déstructurés, et qu'on est face à une épidémie, l'attitude scientifique est probablement le principal principe, enfin comment je pourrais dire, le comportement essentiel pour les scientifiques. On est soumis à des pressions politiques considérables. Là, on en voit un exemple. Piarou, médecin marseillais, avec l'accent du Midi, très forte personnalité, qui a travaillé depuis 30 ans sur le choléra dans plusieurs régions du monde et qui est une référence internationale, il n'a pas cédé une seconde. Mais heureusement, il aurait cédé, tout ça partait aux oubliettes, plus personne ne prenait en charge et le choléra aurait tranquillement continué à tuer 10% des gens infectés, c'est-à-dire ce n'était pas là 7000 morts, c'était 50 000 morts. Donc, pour tous ceux qui agissent comme experts au niveau international, la probité scientifique est une protection pour les plus vulnérables. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir et que nous donne comme leçon cette épidémie en Haïti. Voilà, j'ai pris, comme vous avez vu, chez Garcia Marquez, au début et à la fin. Les écrivains sont toujours, d'ailleurs, votre doctorante algérienne, enfin française, mais algérienne, d'origine marocaine. Elle est d'origine marocaine, le dit bien dans sa thèse. La littérature perçoit souvent beaucoup mieux la réalité que les autres. Merci.